François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Il s'agit de quoi? Chaque année, H.P. Lovecraft s'achète un tout petit carnet, comme ça, avec au milieu des petits atlas, des petites notes. Ça, c'est un que j'ai acheté sur eBay. C'est un pasteur qui l'a rempli en 1928, je vais voir ça pour $12, et j'en ai d'autres plus publicitaires, et celui de 1925, je sais exactement le format, puisque j'ai pu, en 2015, travailler pendant 2 mois d'affilée directement sur l'original. Alors, c'est pas des révélations, c'est ce qu'il y a, ça avait déjà été déchiffré par S.T. Oshii, mais là, c'est juste mis comme ça, très, très concentré. Moi, j'avais fait plein de photos, et depuis la Brown University, la John Hay Library, où sont conservés tous les manuscrits de Lovecraft, nous a cadoté d'une version en ligne, d'une très bonne résolution, et bien nous, c'est ce qu'on va immédiatement aller voir. Le but, c'est chaque jour suivre un auteur dans la constitution de lui-même, puisque c'est juste après, dans son retour à Providence, le 6 janvier 1926, que vont venir la grande salve là, de Cthulhu, Innsmouth, At the Mountains of Madness, c'est-à-dire un corpus fantastique de l'importance de celui de Kafka ou d'Edgar Poe. Il n'y a pas de valeur relative dans la littérature. Quand c'est au sommet, tout est égal au sommet. Alors, il y a quoi dans le carnet d'aujourd'hui? On y va de suite, vous commencez à le connaître. Janvier, le 11, et aujourd'hui on est le 12. Alors toujours avec un tout petit jour d'écart, mais bon, pour eux, il n'y a pas de dimanche, donc ça ne nous gênera pas énormément. Mais donc, voici le 12, Et pour le 12, on n'a rien moins cette fois-ci que 2, 4, 6, 8, 9 lignes. On va se régaler. Alors on va le prendre et le commenter. Comme d'habitude aussi, on va joindre le petit montage que j'ai préparé, c'est-à-dire où il y a toujours, donc il suffit de vous inscrire pour que le recevoir chaque matin par email. C'est vraiment, moi, le cœur du boulot. Donc il y a un facsimilé de ce petit extrait. Il y a le déchiffrage là, tel qu'il est, là, dans ces abréviations. Je fais un petit dépli, déjà juste où, disons que je traduis au plus proche, mais j'enlève les abréviations. Puis ensuite, eh bien, mon analyse, donc ici, c'est 2 pages, 1 page et demie, disons, et chaque fois, j'essaye de compléter. Cette fois-ci, il est long, en général, c'est plus court que ça, d'un article pris au New York Times du jour, pour contextualiser, pour saisir ce monde en mouvement. Et vous allez voir que les passerelles, en particulier aujourd'hui, elles sont très fines, mais que précisément, elles peuvent être vraiment ça en plein cœur là, de l'invention Lovecraftienne. Et puis aujourd'hui, il y aura une petite surprise. Alors régulièrement viendront ici des annexes, évidemment. Depuis cette période, quoi. Ça fait depuis 2010 que je bosse H.P. Lovecraft. 2015, ça avait été l'année où ça correspondait, quoi. 1925-2015, j'avais tenu ça sous forme de blog, et depuis j'ai continué de bosser dessus, mais là, si j'ai cette grosse grille d'avance et ces déchiffrages d'avance, c'est parce qu'en 2015, j'ai fait ce blog. Et puis je vous dirai pourquoi ça s'était ensablé en fin d'année, en particulier parce qu'il y avait arrivé en pleine moitié, j'ai découvert qu'en 2013, 2 ans plus tôt, était paru un livre de Bill Bryson, et j'aime beaucoup Bill Bryson. Je connaissais déjà son Motel Blues et d'autres livres, et lui, il avait fait ça exactement là, sur 1927. Mais lui, avec des tas de personnages, mais disons que ça m'a... tout le monde va dire il fait son 1925 parce que l'autre a fait son 1927. À la limite, tu vois, ce serait pas grave. Mais maintenant, je pense que j'ai vraiment trouvé ma forme, et je me régale d'autant plus à reprendre son 1927. Mais donc, dans ces annexes, il y aura d'autres explorations, et celle d'aujourd'hui, j'aimerais juste
avoir le plaisir là, de lire un petit peu. Là, il sera question de Maupassant. Et chaque fois aussi, toujours, on met... je pioche là, dans ces dizaines de milliers là, de photographies qu'on peut trouver là, dans les archives. Il y a des sites dédiés de la ville de New York, de la Public Library. Enfin, c'est pas infini, c'est dénombrable. Mais quand on commence à voir, à ce moment-là, la compréhension est différente. Alors pourquoi là, aujourd'hui? Eh bien, c'est que Lovecraft et son ami George Kirk vont une fois de plus descendre. Il neige, il y a du verglas, ça fait rien. Ils descendent de Clinton Street dans Brooklyn jusqu'à Manhattan. Donc, ils traversent à pied, comme d'habitude, le Brooklyn Bridge. Ils l'abrévient, c'est juste une petite abréviation, BB. Ils vont remonter en traversant Chinatown. Alors bon, il y a cette mention Chinatown. J'ai pris 2 photos de Chinatown là, dans ces années-là. Voilà le principe. Alors maintenant, je peux rester là. D'ailleurs, c'est donc soit le carnet, soit hop là, le petit champ opératoire sur mon PDF. Au départ, vous allez voir, c'est très simple. Hein, ça va se compliquer assez vite. Rise late. Mais Lovecraft et le sommeil, c'est un des fils qu'on va suivre avec le plus d'attention parce qu'il s'interconnecte. C'est un de ceux qui sont le plus entremêlés avec la question de la lecture et de l'écriture. Laissons-le faire sa grasse matinée. Alors vous savez que sa vieille tante de Providence qui lui a rendu visite, la tante Liliane, et une grosse aide dont on disposera, c'est les lettres à la famille. Il y en a 2 tomes. Dans celui-ci, le 22 janvier, donc quelques jours plus tard, il y a une lettre récapitulative où il raconte donc à la vieille tante Liliane ce qu'il a fait. C'est, disons, l'outil optique principal pour les déchiffrer, un petit peu, je dis à la loupe binoculaire, ce qui nous raconte. Et hier, sa compagne Sonia est arrivée, on en a beaucoup parlé hier. Et là, maintenant, aujourd'hui, je pense que aller voir tous les deux dans leur rythme quotidien, on va petit à petit laisser... Et je pense que pour moi, ça me déplace le regard. C'est vraiment aussi un enjeu. Levé tard. Et puis, il a lu Jordan Smith. Et là, pour moi, c'est là que ça commence. Jordan Smith. Inconnu au bataillon, je vous en veux pas de pas connaître Jordan Smith. Son prénom c'est Paul. Jordan, c'est pas... Non, c'est pas son prénom. C'est Paul Jordan Smith. D'ailleurs, il y a un petit tiret, vous voyez que là, Lovecraft a mis le tiret. Et moi, wow, je l'ai enlevé. Une erreur. En fait, je rectifie toujours là, ce que je prépare dès que j'ai fini la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'il lit de Jordan Smith? Un livre qui est paru en 1924. Alors, j'ai regardé, parce que moi je suis de bonne volonté, et toujours je me dis, allez hop, tu l'achètes. Alors évidemment, je vais voir d'abord sur les plateformes de téléchargement. Alors j'ai trouvé une traduction en roumain de Strange Altars. Bon, ça ne m'a pas beaucoup avantagé. Évidemment, j'en ai trouvé 2-3 exemplaires à vendre sur iBooks, sur eBay. En général, ils ne sont pas si chers que ça. Ils sont à 20-25 $. Ah ouais, mais si tu le fais venir des US, il faut payer 45 $ pour l'avoir 3 semaines plus tard. Bon, écoutez... tant pis, mais bon, à chaque fois, il y a un petit truc qui reste comme ça, et je pense que si par exemple, en avril, comme prévu, je me retrouve au Strand, à New York, la première chose que j'irai voir, j'aurai ma petite liste, mais Jordan Smith on Strange Altars, évidemment, je le trouverai, et puis il y a des trucs de bibliothèque, puis j'ai des amis là-bas qui peuvent me faire des petites photocopies, mais là, c'est quoi Strange Altars? C'est un livre dont le sous-titre, figurez-vous, c'est Book of Enthusiasm, le livre des enthousiasmes. Et on dirait presque Edmond Jabès avec le livre des questions, le livre des ressemblances. Alors, Jordan Smith, on Strange Altars, c'est Appreciations. Je vous parle de mes enthousiasmes. Et mes enthousiasmes, il y a James Joyce, il y a Mark Twain, il y a Anatole France et Oscar Wilde, il y a Walter Pater. Alors, vous savez, Walter Pater, c'est un historien d'art qui a fait un magnifique livre sur la Renaissance. Et moi, je me suis longtemps trompé parce que dans le Commonplace Book de Lovecraft, il y a une remarque
Parce que dans le Commonplace Book de Lovecraft, si vous l'avez acheté au seuil 6 € chez Point, renvoyez-le-moi, je vais vous faire la correction manuscrite et je vous le renvoie avec un petit cadeau. Je n'avais pas compris qu'il parlait de l'essai de Pater sur la Renaissance. Alors maintenant, celui-là, je l'ai lu, c'est magnifique, magnifique. Donc Walter Pater, Samuel Butler, Thomas Hardy, waouh, évidemment. Mais il met aussi Rabelais. Et tout d'un coup, tu te dis, tiens, Lovecraft, dans sa vie, il a entendu parler de Rabelais. Alors moi, ça me fait le truc. Mais surtout, dans ce livre, On Strange Altars, il y a donc le Ulysse de James Joyce qui ne va pas beaucoup plaire à Lovecraft, ça se comprend. Mais il y a aussi un chapitre sur Arthur Machen et aussi un chapitre sur Ambrose Bierce. Et Machen et Bierce, en gros, c'est les deux patrons là, de ce qui va constituer toute cette littérature d'horreur ou supernaturelle là, qui va paraître dans The Weird Tales. Mais que eux, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout reconnus comme auteurs de littérature. Mais dans le domaine de l'essai, on peut se frayer un chemin. Lovecraft, ce semestre, va se lancer dans un essai sur la littérature surnaturelle. Et on va découvrir, à mesure qu'il avancera dans son essai, ce sera un régal de suivre justement ses lectures, ses découvertes, ses analyses. Mais là, ça veut dire que oui, même si nous, on écrit des nouvelles comme Ambrose Bierce dans notre réalité américaine, eh bien, on peut être au même niveau que des Anatole France, des Mark Twain ou des James Joyce. Si Lovecraft lit ce livre, il y a forcément ça dessous, il est sans appuyer jamais sur ces choses. Mais sans appuyer, fabriquons, laissons venir dans la fresque. Et dans son petit carnet, eh bien, il y a cette remarque, je suis en train de lire Jordan Smith. Ensuite, eh bien, il nous dit ça dans la lettre, ici c'est pas précisé, Sonia, vous savez qu'elle est acheteuse, donc elle travaille pour une grande chaîne là, de grands magasins de vêtements à Cincinnati, eh bien, il faut qu'elle achète. Donc elle va chez les fabricants de chapeaux, de vêtements, de fourrures, de tout, de sous-vêtements, de robes, et je ne sais pas, mais c'est son boulot et elle est ce matin descendue là dans Manhattan pour le turbin, comme on dirait simplement. Et Taormina, c'est un petit resto italien qui est juste là dans Clinton Street. Il y en a plusieurs, vous savez, on a vu chez Joe, il y a une cafétéria qui s'appelle Tiffany. C'est un New York qui grouille, qui est vivant. Ben, là, ils vont aller au Taormina. C'est-à-dire que quand Sonia revient là de Manhattan pour ces questions là d'employeurs, eh bien, ils se retrouvent au petit resto. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Alors, Samuel Loveman, on en a parlé plusieurs fois, ça aussi, mais je pense que dès qu'on commencera, là, je vais mettre ça sur le site, tout simplement, le petit dossier, là, où on va se faire un petit dictionnaire, un petit index de tout ça. Tiens, tu vois ça. Et c'est comme ça que ça va prendre forme. Alors, comme ça, vous pourrez trouver Loveman et retrouver les dates, etc. Ou Kirk, ou Arthur Leeds, ou Morton et tous les autres. Et Loveman, qui vit à Providence, s'installe à New York. Bon, on va même voir qu'il hésite même à s'installer dans le même immeuble. Non, il va s'installer dans le quartier, tout simplement. Et là, on a une tempête de neige. C'est marqué dans le New York Times. Là, aujourd'hui, on va tout faire un petit peu ensemble. Et jusque dans le New York Times, The Weather, de la pluie, de la neige, du verglas. Eh ben, c'est vrai ce qu'il dit Lovecraft. Mais simplement quand tu dis qu'à New York, il y a une pluie verglaçante, eh ben, c'est pas la même chose que chez nous. Ceux qui ont vécu un peu là à Québec ou Montréal, ils savent bien. Et donc on part dans la tempête de glace, in ice storm, avec Sonia jusque chez Loveman parce qu'il veut, ça c'est la lettre, lui faire visiter l'appartement de Loveman. Loveman, il y est là, c'est lui qui lui ouvre la porte, mais vous savez qu'il était question l'autre jour, là, il avait récupéré des vêtements de Loveman, donc Loveman, en repartant à Providence, lui avait laissé sa clé. Bon, ça c'est le petit détail, mais c'est ce qui va nous rendre tout ça vivant. Et Taxi Home, et là tu dis, tu vois quoi, Lovecraft qui se déplace en taxi, ouais, tu l'apprends par la lettre.
lettre. C'est-à-dire que Sonia, et c'est ça pour moi aussi l'enjeu, que si on veut arriver à piger un petit peu ce qui se passe entre eux. Donc à l'automne dernier, elle a eu ces crises gastriques, il a fallu qu'elle parte un mois dans le sanatorium. C'est ça qui a provoqué la faillite là, de cette boutique là, où elle avait mis toutes ses économies là, dans la 5e avenue. Et on va voir que ce n'est pas les seules affaires malheureuses qui vont faire toute cette année. Ensuite, elle trouve ce boulot à Cincinnati, mais les crises reprendront. 2 fois, elle devra aller aux urgences à l'hôpital. Et finalement, là, bientôt, en février, démissionnera. Attention, je spoile pas. C'est un contexte, tu vois. C'est toujours faire vivre l'arrière-fond avec le moment immédiat. Et là, c'est que Sonia, donc, elle lui a réservé une chambre là, au 169 Clinton Street. On peut louer des chambres quand on invite des gens. Il l'a fait pour sa tante. C'est la même chambre là pour Sonia. En sortant de chez Loveman, dans cette tempête de glace, Sonia reçoit, elle a saisi comme ça un énorme truc de fatigue et elle remonte dans la chambre et se reposer. Le taxi, on l'a pris, c'est confirmé dans la lettre, avec George Kirk et Samuel Loveman. On s'y engouffrait donc à 4. Et pendant que Sonia remonte, eux, ils vont quoi? Ils vont à la cafétéria. Alors dans la rue Clinton Street, la cafétéria où ils vont le plus souvent, c'est une qui s'appelle Tiffany. Là, il nous dit « another cafétéria » dans la lettre, c'est-à-dire on ne sait pas trop, c'en est une autre, quoi. Et il va boire un Newburgh drink. Alors vous, là, les chercheurs, là, puisque maintenant, ça y est, on est parti sur Playpiste, si vous trouvez ce que c'est, le Newburgh drink, moi, je n'ai pas trouvé. Est-ce que c'est... Bon, évidemment, c'est pas des trucs ni d'alcool, ni de bière, etc. C'est pas le genre Lovecraft. Est-ce que c'est un truc... vous savez, comme nous, on avait le viandox, là, quand il fait très froid, là. Peut-être quelque chose comme ça, j'en sais rien. Et Loveman repart, mais qu'est-ce qu'ils ont appris à la cafétéria? Qu'est-ce qu'il dit dans la lettre? Il y a une mention, alors ça, tout ça, c'est ce que je raconte, là, dans les petits trucs. Il dit... Sonia est montée se reposer, et les 3 boys... sont allés discuter de l'univers. Et en parlant de l'univers, quand même, Loveman a craché le morceau. Le surlendemain, il a 38 ans. C'est son anniversaire. Alors quand Loveman part, eh bien, Kirk et Howard s'en vont directement. On va lui faire un petit cadeau pour son anniversaire, mais on garde bien ça secret. Tu vois, c'est des petits trucs de rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont lui acheter pour son anniversaire? Une étagère à livres. Qu'est-ce que tu ferais comme cadeau d'autre? Moi aussi, vous pouvez m'en offrir des étagères à livres. Toujours besoin, sinon ça s'empile là partout, par terre, et tout ça. Évidemment, il y a l'itinéraire, c'est-à-dire ils veulent aussi des petites décorations dessus. Alors où est-ce qu'ils vont trouver ça? Eh bien, on descend, malgré la pluie, malgré la neige, à travers Bibi, le Brooklyn Bridge. Tiens, on reboit encore un petit coup là, cafétéria. Et parce que on a froid. Et puis, il faut qu'on discute où est-ce qu'on va aller. Eh bien, il remonte à travers Chinatown, d'où les petites photos là, que j'ai mises ici. Si j'en trouve d'autres, peut-être pourquoi pas. On remonte par Astor Place, on remonte Union Square, on va remonter Broadway jusqu'à Madison Square, et de là, on va aller jusqu'à la 42e rue. Vous savez, par exemple, peut-être vous connaissez la 34e, qui est une espèce de grande rue commerçante à pas cher, qui est si vivante aussi. Donc, ils ont repéré des trucs à Chinatown, parce qu'ils veulent avoir ces petites chinoiseries là, pour la déco, mais ils n'ont rien acheté. On prend le temps. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors là, toujours ce elevated, le mot qu'on trouvera toujours. En gros, c'est comme nous, à Paris, le métro aérien. On remonte donc à Clinton Street, et là, on va chez George Kirk. Vous me direz, c'est bien banal ton histoire. Oui, mais ensuite, regarde, tu as juste un tiret et tu as le mot Swinburne. Alors, Swinburne, ouais, tu sais, wow, c'est un écrivain anglais. Bon. Tu sais quoi de Swinburne? Tu as lu quoi de Swinburne? Moi, c'est ça qui me réveille, c'est ça qui me tient en vie, quoi. Et alors là, il y a un truc dans la lettre. Et c'est ça, moi, qui a été le petit déclic, là. C'est que, il dit dans la lettre...
il a supprimé le mot de Swinburne. Or, il y a une caractéristique des lettres. C'est que Lovecraft, il a en gros l'autorisation morale de ses deux tantes pour venir s'installer à New York. Pourquoi il veut venir s'installer à New York? Pour devenir écrivain, s'installer dans le monde professionnel des écrivains. Et il y arrivera, même s'il publiera jamais de livre de son vivant. Et donc, à chaque fois, chaque livre, tout ce qui est en rapport au métier d'écrire, c'est redit à la tante. Pourquoi? Par gloriole, par fierté? Non, peut-être pour les rassurer simplement, les deux vieilles dames, Lillian et Annie Gamwell. Et Swinburne, il n'ose pas en parler. Eh bien, moi, c'est ce que je vous propose d'aller voir. L'article du New York Times est cette question-là de Swinburne. De quoi ils ont pu parler? Parce qu'il nous dit quoi dans la lettre? On a juste oublié de dormir. Je suis remonté chez Kirk et j'ai juste oublié de dormir. Alors, je vous propose, juste là, en conclusion, les deux choses. Celle du New York Times. Allons-y voir. C'est directement là, on est le lundi, donc évidemment il n'y a que 32 pages. Je ne vais pas le feuilleter, c'est justement directement dans cette page-là de une. C'est toute une colonne. Et cette colonne, il y a le mot mystère, il y a le mot voix et le mot radio. Alors, comment tu ne regarderais pas un tel article? Voice identifies radio mystery girl. De quoi il s'agit? Et ça, c'est ce que je raconte. Enfin, j'ai traduit l'article. Vous voyez, là, j'ai fait un petit copier-coller, donc vous l'aurez dans le PDF pour avoir la version. Et alors, de quoi il s'agit? L'article est daté de Chicago, 11 janvier. L'article commence par un rappel. C'est 2 mois plus tôt. C'est à la gare centrale de Chicago. Ça veut dire qu'on est en novembre. Windy City, c'est évidemment bien pire qu'à New York, toutes ces l'agressivité, la dureté de la ville. En plein milieu de cette gare, là, avec tous les trafics, une jeune fille est là, qui ne sait plus ni son nom, ni ce qu'elle fait là, ni son adresse, rien. Elle a des documents sur elle, rien. Et comment faire? Évidemment, la police prend en charge, etc. C'est pas la question. Mais comment, là, on explore, il y a ça dans combien de livres? Évidemment, les avis de disparition, les questions, on fait circuler des avis de recherche. Non, jusqu'au moment où cette jeune fille, qui a priori a 20 ans, on va diffuser sa voix à la radio. Et la radio est dans cette époque, elle est en plein essor et c'est une espèce de lien qui surgit et de Saint Louis dans le Missouri, à l'autre bout du pays. C'est des centaines de kilomètres. 2 personnes vont reconnaître la voix de la jeune fille et vont monter à Chicago. Quand elle va les retrouver, donc une tante, Madame George Griffiths, et une cousine, Madame Geneviève Sullivan, l'ont identifiée comme étant Charlotte McGuire, âgée de 20 ans, de Saint Louis, et elle est repartie pour Saint Louis avec elle. Quand elles sont entrées à l'hôpital ce matin, donc du 11 janvier, la jeune fille qui avait appelé à l'aide sur les ondes de l'antenne WABH de Chicago, la radio liée au Evening Post, pour retrouver son nom, les a regardés avec stupeur pendant un instant, puis « Tata, cousine », s'est-elle exclamée avant de les embrasser. Et on n'aura rien, c'est ça le mystère, sur comment elle a pu venir, là, de Saint Louis jusqu'à Chicago, en plein automne. Madame Griffiths tentait de capter sur sa radio d'autres antennes que les ondes locales. Tu te rappelles les gros potards là, sur les ondes courtes, et puis tous les bruits. Et puis tout, quand elle entendit soudain la voix étouffée de la jeune fille chuchoter qu'elle croyait que son nom était Charlotte, et d'expliquer qu'elle émettait son appel à l'intention de proches ou d'amis qui pourrait permettre de l'aider à s'identifier. Alors je vous laisse lire l'article. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Je pense que parmi vous, il y en a pas mal qui connaissent ce livre de Howard Phillips Lovecraft, écrit bien plus tard, en 1930.
Dans l'abîme du temps, in the shadow of time. Ça commence comment? En plein cours de droit, un pauvre univers, un brave, pas un pauvre, au contraire, il vit plutôt bien. Mais il n'a pas inventé la poudre, et ça, Lovecraft, il a besoin. Il a besoin que ce soit un homme comme il faut, comme il y a dans toutes les villes, qui balance son cours un peu au par cœur, jusqu'au bout de 30 ans de carrière. Ben, tout d'un coup, il ne se rappelle plus de rien. 4 mois plus tard, tout d'un coup, il va retrouver la mémoire. Mais ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, évidemment, je vous laisse aller lire le livre. Attention, je ne dis pas que Howard Phillips Lovecraft, qui lisait le New York Times tous les jours, la preuve, ils sont allés à la cafétéria. Dans chaque cafétéria, il y a ces gros rouleaux avec les journaux. Ils louperont jamais un supplément littéraire. Je ne dis pas que Lovecraft, c'est ça, par exemple, avec Balzac, tu trouves ça tout le temps. Oui, c'est passé ici, à cette époque, donc Balzac. Non, c'est l'écriture qui invente les histoires. Tu travailles sur la mémoire, tu travailles sur les superpositions de civilisations. Là, sur quoi il travaille dans l'abîme du temps? Tu travailles sur comment quelqu'un qui est projeté dans le passé peut inventer un futur qui sera au-delà de ton présent. Je le dis exprès très vite comme ça, mais c'est la bagarre avec nos 16 temps verbaux pour traduire In the Shadow of Times. C'est celui dans lequel peut-être j'ai eu le plus de fascination pour l'objet intellectuel, conceptuel que peut être un récit de H.P. Lovecraft. Alors je ne dis pas que, surtout pas que confronté, vouloir travailler une histoire d'amnésie, ben non, d'ailleurs sinon il aurait utilisé Chicago, il aurait pris une jeune fille, et puis... Non, c'est pas ça. C'est que nous, qui voulons approfondir notre rapport dans l'abîme du temps, eh bien là, on trouve un contexte où comment ça se passe quand quelqu'un, dans la vie réelle, en plein milieu de la Central Station à Chicago, on constate qu'elle est totalement amnésique. Alors ça, c'est la première chose. Et puis Swinburne. Donc la question, c'est pourquoi cette remarque sur Swinburne, et qu'est-ce qui fait qu'au lieu de le lire, non, on en discute avec George Kirk et qu'on en oublie de dormir. Mais ça méritait quand même d'y aller voir. Alors vous savez, il n'y a pas à gratter. Ce qui est merveilleux là, dans ces trucs comme ça, et en plus avec le web, à chaque fois tu appuies un doigt et ça s'ouvre. Ce qui est merveilleux, c'est que les réponses, tu les trouves. De quoi tu t'étonnes vis-à-vis de toi-même? C'est que tu ne posais pas la question. Tu vois le nom Swinburne, ouais, c'est normal, et avec Kirk qui parle de l'écrivain qui s'appelle Swinburne. Qui c'était Swinburne? Lovecraft et Kirk, ils lisent Maupassant, ils connaissent la littérature française. Flaubert, il a lu Salammbô. Enfin, en tout cas, Lovecraft possédait une édition de Salammbô. De quoi ils peuvent parler concernant Swinburne? Eh bien, moi, je vais vous lire, et on va s'arrêter là, un petit morceau du Journal des Goncourt. Si vous avez le Journal des Goncourt chez vous, Jules est mort et c'est Edmond qui le rédige, et on est en 1875. On est précisément en mars 1875. Compte rendu d'une conversation chez les Goncourt avec Swinburne. Alors, est-ce que c'est gamberger, c'est n'importe quoi? Par exemple, les lignes, elles sont là. C'est-à-dire que là, cette histoire-là qu'on raconte, là où il va y avoir Swinburne, il y a une main desséchée là sur la table qui sert de presse-papier. Et le gars, là, pendant qu'on cause au dîner, il prend la main et il se met les doigts de la main dans la bouche. Eh bien, si vous connaissez l'histoire de Maupassant qui s'appelle La Main, c'est une main, là aussi, coupée ici, et qui sert, là encore, de presse-papier dans une maison. Et puis ensuite, cette main, on la trouvera, qui aura étranglé le narrateur, comme par hasard, un Anglais. Et l'histoire La Main de Maupassant, Lovecraft la connaît. Cette page des Goncourt, avec cette anecdote sur Swinburne, c'est rien qu'une anecdote. Elle peut très bien, là, chez des chercheurs en littérature comme ils sont, des fouilleurs. Évidemment, ça peut... Je vois très bien Kirk dire, attends, regarde ça, tu te rends compte là, Swinburne? Journal des Goncourt, mars 1875. Il y a plus longtemps que cela, il y a quelques années, reprend le petit Maupassant. Pour les Goncourt, Maupassant, il est le petit Maupassant. Évidemment, il est avec Flaubert, donc il y a ce rapport un peu filial, ouais, mais je crois que c'est juste la taille
Le petit Maupassant, vous diriez le petit Maupassant, oh ben, moi j'oserais pas. Mais en effet, s'exclame Flaubert, est-ce que vous ne lui avez pas sauvé la vie ? Pas entièrement, répond Maupassant, je me promenais sur la plage, j'entends les cris d'un homme qui se noie, j'entre dans l'eau. Ça c'est Maupassant qui parle, bon il sait bien que les Goncourt ils vont tout recopier après, enfin Edmond. Une barque avait pris l'avance, elle avait déjà repêché. C'est-à-dire qu'il y a un type qui se noie, Maupassant, ça lui ressemble bien, hein, c'est un super sportif, canotage et tout ça, il fonce, mais bon, il y a une barque qui s'était détournée, le type il s'était baigné complètement ivre. Voilà toutefois qu'au moment où je sortais de l'eau, mouillé jusqu'à la ceinture, un autre Anglais qui habitait le pays et qui était son ami vient me remercier très chaudement. Le lendemain, je recevais une invitation à déjeuner. Un logis bizarre, une façon de chaumière contenant de très beaux tableaux et avec une inscription au-dessus de la porte d'entrée que je ne lus pas d'abord, et un grand singe gambadant là-dedans. Un déjeuner ? Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'à propos d'un poisson dont je demandais le nom, le propriétaire me répondit avec un sourire étrange que c'était de la viande. Impossible d'en savoir plus. Il n'y avait pas de vin, on ne buvait que des liqueurs fortes. Le propriétaire, un nommé Powell, était à ce qu'on dit à Étretat, on est en Normandie, le fils d'un lord d'Angleterre qui se dissimulait sous le nom de sa mère. Quant à Swinburne, figurez-vous un petit homme, au bas de la figure fourchue, un front d'un hydrocéphale, à la poitrine complètement comprimée, agité d'un tremblement qui faisait danser la danse de Saint-Guy à son verre, et parlant toujours avec l'air d'un fou. Une chose m'embêta tout de suite, continue Maupassant, à ce premier déjeuner, c'est que de temps en temps, Powell branlait un peu son singe. Alors là, vous savez, si vous avez lu la correspondance de Flaubert, les Goncourt et Flaubert, etc., c'est pas ce genre de choses dans la conversation qui va les émouvoir beaucoup. De temps en temps, Powell branlait un peu son singe qui s'échappait de ses doigts pour me donner des coups sur la nuque quand je baissais le cou pour boire. Après le déjeuner, les deux amis tirèrent de cartons gigantesques des photographies faites en Allemagne d'obscénités grandeur naturelle, et rien que de représentations masculines. Je me rappelle entre autres un soldat anglais se masturbant sur une vitre. Et Powell me montrait cela, complètement ivre, de temps en temps suçant les bouts des doigts d'une main desséchée qui servait, je crois, de presse-papier dans la maison. Au moment où il me faisait voir. C'est pour ça qu'une page comme ça peut circuler et que Lovecraft et Kirk vont s'embarquer là-dedans. Au moment où il me faisait voir cela, un jeune domestique entra. Aussitôt, Powell ferma vivement le... Swinburne parle très bien le français, il a une érudition immense, il a l'air de savoir tout. Ce jour-là, il nous a dit un tas de choses sur les serpents, nous confiant qu'il faisait devant eux des stations de 2 ou 3 heures pour les observer. Nous, vous vous rappelez qu'en novembre, Lovecraft n'a pas hésité à aller jusque dans le Bronx pour aller regarder des serpents de près. Puis il nous traduisit quelques-unes de ses pièces, mettant à la traduction un chien extraordinaire. Vous vous souvenez quand j'avais fait cette vidéo sur la Pléiade Lovecraft là, que j'ai acheté par erreur, et je supprimais la vidéo depuis. Mais précisément, c'est ça qui manque. Tu vois, c'était pas de notre famille. Mettant à la traduction un chien extraordinaire. Dans le Pléiade, il y a alors la preuve, la nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Le Chien. Ils ne l'ont pas appelé Le Chien. C'était très beau. Powell n'est pas non plus tout le monde. Il a rapporté d'Islande une collection d'anciennes musiques très extraordinaires. Cet intérieur, au fond, m'intriguait. J'acceptais un second déjeuner. Cette fois, le singe me laissa tranquille. Il avait été pendu quelques jours avant par le petit domestique et Powell faisait chercher un énorme bloc de granit pour mettre sur sa tombe et y creuser une grande vasque où les oiseaux trouveraient de l'eau pluviale pendant la sécheresse. Et évidemment, je vous mets pas tout, vous avez qu'à vous inscrire pour le savoir par mail dans votre PDF. Voilà, c'était le 12 janvier 1925 et chaque fois on ouvre des petites cases à demain.